ce séminaire, à cette séance du séminaire général du LAM qui aujourd'hui va être consacrée à la discussion de deux ouvrages de deux membres de notre labo. Alors c'est un peu particulier puisque je fais le mot d'introduction, mais je suis une de ces deux membres. Peut-être dire pourquoi j'ai écrit ce livre, comment il s'inscrit dans mon parcours, et puis peut-être comment je l'ai abordé. Voilà un petit peu la grille d'analyse que je propose, mais je resterai à une épure, c'est-à-dire je n'entrerai aucunement dans les détails. Alors ce livre s'inscrit dans un parcours qui commence à s'étirer, puisque je fais partie j'ai été longtemps jeune. Je me rends compte que je suis moins dans les jeunes aujourd'hui. Donc, le parcours s'étire. Alors, j'ai une approche de géographe du politique, de géopolitique. Mais au départ, j'appartiens, et c'est important pour l'explication du livre, à un corps qui s'appelle les ingénieurs des ponts, des eaux et forêts. Voilà, donc double formation qui se retrouve ensuite dans mes travaux de recherche. J'ai commencé pour l'essentiel sur des terrains moyen-orientaux et Afrique du Nord. Je ne vais pas parler de ça dans le détail. Et puis, avec cette approche de la géopolitique, en particulier la question de la conflictualité, de la violence politique, en lien avec des territoires. On va y revenir. Donc, c'est l'approche de la conflictualité, des jeux de puissance, mais c'est là que c'est important de revenir à ses sources ou à ses origines, le fait d'appartenir à ce corps au départ qui travaille. Je suis agronome au départ. Voilà, donc j'ai basculé dans l'analyse de cette conflictualité-là, de ces violences politiques, dans une approche par le bas de la géopolitique, c'est-à-dire par le sol, le sous-sol, et très rapidement par la terre et l'eau, qui, je trouve, éclaire d'un jour nouveau, en particulier le Moyen-Orient, dont on parle beaucoup. Je trouve que l'approche de cette région-là par la question de l'eau et de la terre donne une acuité supplémentaire à ce qui s'y passe. Et évidemment, donc, après des travaux sur l'eau, la terre, que j'ai élargi, on y reviendra peut-être, parce que c'est aussi l'âge qui avance, l'envie, on en parlait tout à l'heure, l'envie peut-être de décloisonner ces terrains, d'aller ailleurs, de comparer, sans parler forcément de comparatisme, fait que, par exemple, cette réflexion sur la Terre, où j'avais développé quelques grilles d'analyse sur le Moyen-Orient, eh bien, je me suis rendu compte que ça résonnait à peu près bien dans d'autres aires géographiques, d'où le fait que j'avais fait un bouquin sur la Terre, après on fait un bouquin sur Terre et eau au Moyen-Orient. Et donc, si je dis ça, c'est pour que vous compreniez la logique. Évidemment, quand on s'intéresse à la conflictualité autour de la terre, de l'eau, très vite, en sachant que c'est l'agriculture qui est la principale utilisatrice de ces ressources, aussi bien la terre que l'eau, il n'en demeure pas moins qu'on est vite rattrapé par une question aujourd'hui qui monte en intensité depuis quelques années, en effet, c'est la question du climat. Comment dirais-je, aujourd'hui, on voit même des perspectives assez récentes être dépassées en termes d'intensité. Donc, particulièrement au Moyen-Orient et au Maghreb, mais il y a d'autres régions qui montrent cette acuité du changement climatique. Et donc, je voulais, ça fait quand même pas mal de temps que je travaille aussi sur cette question, je voulais un peu y voir clair sur cette question du climat, mais au travers d'une approche géopolitique. Parce que, voilà, je ne suis pas climatologue. Ce qui m'intéresse, c'est en gros de voir qu'est-ce que le climat fait à la géopolitique. En gros, c'est ça. Et alors, c'est un essai, c'est pas un travail de recherche, encore que c'est une sorte de méta-recherche, on pourrait dire les choses ainsi, on en reparlera peut-être. Donc, j'ai voulu articuler mon prisme d'analyse géopolitique à cette question du climat. Je pars toujours de deux approches en géopolitique qui me font retenir trois mots de la géopolitique. Il y a une première approche de la géopolitique qui consiste à dire que la géopolitique, c'est l'analyse des projections de puissance en lien avec la géographie. L'acteur étant principalement l'État, en l'occurrence. Donc ça, c'est une définition qui relie projection de l'État, de la puissance, donc politis, et la géographie. Et puis il y a une autre définition, celle de Lacoste,
c'est l'analyse des rivalités de pouvoir sur des territoires. On retrouve le géo, territoire, et rivalité de pouvoir politique. Donc, ces deux définitions, dans la réflexion que je prends toujours, eh bien, elles peuvent être déclinées en 3 mots qui vont scander l'ouvrage. Le premier mot, c'est le pouvoir. Le deuxième mot, c'est le conflit. Et le troisième mot, c'est territoire. Et dans l'ouvrage, donc, c'est ce qui va scander le raisonnement. Autrement dit, dans une première grande partie, je n'ai pas vu à quelle heure je commençais, il faudra que tu me dises. Tu me surtout. Dans une première partie, donc, je regarde le premier mot, le mot pouvoir. Mais vous allez voir, dans chaque sous-partie, il y en a 3. En fait, chaque partie compte 2 chapitres parce que chacun des 3 mots, je le considère en couple. Le premier mot, c'est le pouvoir. Et donc, je fais une analyse aujourd'hui en utilisant beaucoup de travaux de recherche. Je ne réinvente pas tout, tant s'en faut. C'est pour ça que je parle de méta-recherche, en résonance avec mes travaux de terrain. Donc, j'essaie de voir, dans cette première partie, qui est en 2 chapitres, comment la question entre le pouvoir et le climat, et le premier versant, c'est le mot puissance. Et le deuxième mot, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que les anglo-saxons ont un même mot pour dire puissance et régime politique, le pouvoir. Bon. Là, dans cette partie, donc, premier chapitre, c'est une réflexion sur puissance et climat. Et le deuxième chapitre, c'est régime politique et climat. Donc, sur le premier mot, là, je vais être très dans une épure, j'essaie de réfléchir à la question de la puissance. On vient avec le climat pour faire une histoire à grands traits. Ça va choquer notre ami historien, évidemment. Il n'est pas de prétention d'historien, mais de travaux d'historien. C'est-à-dire que voilà, je fais une grande fresque dans laquelle je pense qu'on peut dire qu'il y a 4 temps dans l'histoire, 4 ou 3. Dans les grandes les temps longs de l'histoire où les économies étaient essentiellement agraires, eh bien, la puissance, le rayonnement, l'influence a été très liée au climat, pour des raisons que vous devinez bien. C'est-à-dire que le climat faisait ou défaisait l'agriculture et donc affectait, dans un sens positif ou négatif, le climat. Donc, je pense qu'on peut dire que jusqu'à l'Anthropocène, on était dans un moment où le climat a fait la puissance, mais il a aussi défait la puissance. Il y a des travaux de paléoclimatologie aujourd'hui très intéressants parce qu'il y a une accélération de ces travaux dans un contexte de changement climatique, des travaux de paléoclimatologie qui croisent avec des historiens, des géographes, des biochimistes et qui tendent à revisiter l'histoire de certaines civilisations dont les expansions et les involutions seraient liées à des changements climatiques. Donc voilà, il y a des corrélations et dans certains papiers, on va jusqu'à la causalité, des tentatives de causalité pour expliquer pourquoi climat et puissance ont à ce point une affinité élective à ce moment-là. Et puis le deuxième temps, je fais vite parce que le deuxième temps, c'est l'Anthropocène. Cela, l'ère industrielle où la puissance, on le sait aujourd'hui, sans que ce soit très conscientisé ou très conscient, en tout cas longtemps, la puissance joue contre le climat. J'ai besoin d'en faire la démonstration. Mais les phases de guerre en particulier ont été des catalyseurs de recours aux énergies fossiles, des démultiplicateurs de recours aux énergies fossiles. Et donc, la puissance a joué contre le climat. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je termine là-dessus. Je pense aujourd'hui qu'est venu le temps de la puissance pour le climat. Et voilà, je n'en dis pas davantage. On va lire le livre ou écouter Bernard. C'est-à-dire comment être une puissance, comment vouloir se prévaloir d'être une puissance si on n'est pas en capacité de s'inscrire dans la lutte contre le changement climatique. Je pourrais prendre des exemples.
En tout cas, il y a des récits aujourd'hui de grandes puissances qui veulent être des puissances climatiques, de la Chine à l'Europe en passant par les États-Unis, à l'Inde. Et alors, évidemment, ces récits, il faut les revisiter avec des faits, à la lumière des faits. Donc, c'est un peu ça le premier grand chapitre. Le deuxième chapitre de cette première grande partie, eh bien, c'est si c'était ad extra qu'on était la projection de puissance, là, c'est ad intra, c'est-à-dire voilà, le régime politique, comment il résonne avec la question climatique. Eh bien, j'en reviens pas évidemment à Montesquieu, voilà, les théories climatiques, même si j'y fais quelques allusions, ou même Ibn Khaldoun, beaucoup, hein, ça indirectement. Mais c'est plutôt une réflexion sur quel régime politique aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique et ou l'adaptation au changement climatique. Alors évidemment, c'est une réflexion en train de se faire. Je n'ai pas arrêté ma réflexion, mais si j'ai écrit ce chapitre, c'est parce qu'aussi je voulais. Il y a une part d'engagement. Hein. C'est ça l'intérêt de l'essai aussi. Mais tordre peut-être le cou. Pour cela, faut-il le démontrer à cette idée que finalement l'autoritarisme, c'est pas mal pour régler la question du changement climatique. Non, mais vous l'entendez beaucoup, y compris de la part de gens très inspirés. Je ne sais pas vous citer quelques-uns ici, mais cette idée que voilà, on a un régime autocratique, lui, il va porter des politiques publiques digne de ce nom et on va s'en sortir. Et donc, tour à tour, je passe les régimes démocratiques, en sachant qu'il y a un éventail évidemment important, et puis les régimes autoritaires. Et entre deux, je m'intéresse aussi, c'est pas des régimes, mais c'est le style populiste, le style national-populiste. C'est pas un régime politique, parce que le national-populisme aujourd'hui survient dans des espaces exclusivement démocratiques pour prendre à rebours les démocraties. J'ai besoin de vous donner des exemples ici, du Brésil à la Hongrie, à l'Inde, etc. Eh bien, là aussi, c'est intéressant de voir que ces styles nationaux-populistes ne sont pas neutres par rapport à la question climatique. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt climato-sceptiques. Et dans les faits, les résultats sont en deçà des démocraties, si tant est que les démocraties soient très en avance sur la question climatique. Tout le monde est en retard, il faut être clair, tout le monde est en retard, mais les démocraties dans les faits, quand on regarde les premiers rapports qui sortent, voilà, elles ont pour l'instant une certaine avance par rapport au style nationaux-populiste et encore plus par rapport au régime autoritaire qui ont quand même beaucoup de problèmes que les démocraties n'ont pas, en particulier le rapport à la vérité, le rapport à la vérité, le rapport sens, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le colonial capitalisme n'est pas le meilleur effet en termes de lutte contre le changement climatique. Donc, les régimes autoritaires, on peut les interroger aussi fortement par rapport à leur capacité à s'inscrire là-dedans. Et donc, derrière une Chine, par exemple, qui construit un récit, nous sommes une civilisation écologique, dont les faits, eh bien, on en est loin. On en est loin. Et bon. Bref, il nous reste combien? 5 minutes. Si c'est pas clair, je peux reprendre tout. Voilà, donc en gros, c'est vraiment, je vous ai dit, c'est une épure. Hein. Après, on pourrait dans le détail en discuter. Donc, le mot pouvoir se décline avec ces deux versants, puissance et régime politique. Alors, en sachant effectivement qu'il y a un paradoxe, je distingue les régimes politiques et les styles politiques, en sachant que le paradoxe est que on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est-à-dire que si on ne compte que sur les démocraties qui sont en cours d'involution, on ne va pas s'en sortir. On a aussi besoin des régimes autoritaires, tant sur la lutte contre le changement climatique qu'en matière d'adaptation au changement climatique. C'est tout le paradoxe. On doit faire avec tout le monde. Bon. La deuxième partie, je serai encore plus bref, le deuxième mot, c'est rivalité. Et donc, j'ai fait 2 chapitres là-dessus avec un premier versant qui est la question de l'insécurité ou la sécurité humaine. C'est-à-dire, voilà, je reviens sur ces questions de sécurité humaine nées à la fin de la guerre froide, pour ainsi dire,
dans un contexte où on devait penser autre chose que le militaire, le fait militaire, où le mourir civil dépassait le mourir militaire, hein, si je reprends une formule bien connue. Donc, je repasse les unes après les autres ces différents versants de l'insécurité humaine ou de la sécurité humaine pour constater que certaines sécurités humaines sont très mises à mal par le changement climatique. Et vous les connaissez, c'est la sécurité alimentaire. Même si dans le livre, je mets en doute la possibilité d'une crise systémique de la planète, hein, et par contre des crises locales qu'on connaît déjà, hein, où le vol en l'occurrence s'accroître. Mais je ne vais pas repasser toutes les insécurités ou les sécurités. Il y a la sécurité environnementale aussi, sur laquelle je reviens, la sécurité personnelle, hein, la violence individuelle aussi. Et puis, justement, ça me fait basculer sur le deuxième point de ce deuxième mot, qui est la rivalité, le conflit. Et pour revenir sur une littérature qui a été relativement abondante, littérature journalistique, avec tout le respect que j'ai, de temps en temps académique, littérature grise aussi, sur la notion de guerre climatique, qui a fait florès. Mais je me méfie de ces raccourcis de façon générale, et c'est ça que j'ai voulu faire, comme il fut un temps où on a beaucoup parlé des guerres de l'eau. De façon générale, les guerres environnementales, elles ont prospéré à la fin de la guerre froide. Tout se passait comme si, après avoir utilisé le paradigme idéologique pour analyser la conflictualité, il fallait se saisir d'autres paradigmes, donc les guerres de l'eau. Moi, des guerres de l'eau, j'en ai jamais vu. C'est pour ça que j'ai travaillé, je préfère parler de violence hydraulique. Et donc, je reviens plutôt sur les guerres climatiques et je fais un peu l'état de la question. Alors, par des chroniques, parce qu'il y a deux conflits qu'on a mis un peu en lumière comme étant des prémices des guerres climatiques, c'est le Darfour, et puis un conflit que je connais bien, pour l'avoir été souvent là-bas, c'est la Syrie, qu'on a présenté comme une première guerre climatique, ce qui est quand même un abus extraordinaire. Fallait-il redire, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui traînent dessus. Et puis, donc, la chronique, revenir là-dessus, et puis les statistiques. Il y a des études, des méta-analyses statistiques qui tendent à montrer voilà, que le climat est un facteur aggravant en termes de conflictualité. Voilà. En sachant que, et ça rejoint ce que tu dis, l'insécurité, eh bien, et encore plus à la conflictualité, elle est liée à la nature à l'état de la nature, mais aussi et surtout à la nature de l'État, de façon générale des institutions. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Combien il me reste-t-il? Une. Le dernier point. À partir du moment où j'ai abordé le premier point, puissance, enfin pouvoir, puissance, première partie, insécurité, conflit, eh bien le troisième mot, c'est territoire. Eh bien, je regarde comment, avoir défini puissance, régime, insécurité, conflit, comment ça se déploie différemment à l'échelle spatiale de la planète. Ce sont deux chapitres prospectifs. Ça fait un peu prétentieux de dire prospectif, c'est une tentative prospective, c'est-à-dire voilà, voir en balayant la planète où les points conflictualité où les puissances pourraient être entravées ou au contraire catalysées. Il y a deux sous-parties. C'est une première qui concerne les effets directs du changement climatique, c'est-à-dire y a-t-il des régions dont on sait aujourd'hui qu'elles vont être favorisées par le changement climatique, et à contrario, et elles sont le plus nombreuses, y a-t-il des régions qui sont très affectées négativement par le changement climatique, avec tout ce que ça peut avoir comme incidence en termes de rivalité, conflit et puissance. Par exemple, la Russie, on nous dit qu'elle pourrait gagner avec le changement climatique. Je suis assez sceptique là-dessus. Et donc, du même coup, c'est la question de la puissance russe qui est derrière. Mais là aussi, c'est tellement lié aux institutions. Je ne crois pas
au déterminisme géographique qui ferait que sur un territoire, on aurait absolument une puissance. C'est pas du tout cette approche que j'ai. Et le deuxième axe, et c'est fini, le deuxième axe de ce chapitre sur les territoires, c'est la tentative de saisie de ce qui peut se passer indirectement par le changement climatique, c'est-à-dire avec les transitions énergétiques qui vont rebattre les cartes, c'est-à-dire la montée en puissance, notamment de nouveaux matériaux, de nouveaux métaux utiles pour la transition climatique, qui vont donc reconfigurer des prospérités, des possibles puissances, ou aussi des conflits, comme on le voit par exemple en RDC, qui n'a pas attendu le changement climatique, qui est déjà très présent. Voilà en gros. Donc, cette approche, c'est une forme d'approche, de proposition de regard sur géopolitique et climat. C'est un regard qui est en cours, qui n'est évidemment pas arrêté, et que je vais poursuivre avec la possibilité de... Voilà, j'arrête là. C'est un livre qui appartient au genre littéraire de l'essai. Donc, il en a les caractéristiques qui en fait peut-être un objet un peu à part dans la production du LAM. Nous, on est un laboratoire de recherche, un laboratoire scientifique, on fait des études très poussées, etc. Là, c'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est un livre qui est différent de celui de Rosen dans l'objectif et dans l'ambition démonstrative. Donc, c'est différent d'une thèse, différent d'une recherche. Il est différent de celui de Rosen, mais le prétexte reste le même, et c'est pour ça que c'est des livres qui appartiennent à la production du LAM, c'est l'analyse des relations de pouvoir. Alors, pas aux mêmes échelles, pas avec la même acuité, ni avec la même ambition, mais c'est le pouvoir est là au centre des relations, et l'espace aussi. L'espace qui fait des géographes. Voilà. Donc c'est différent d'une enquête aussi, c'est un livre hybride, j'avais écrit hybride, qui tient du diagnostic très actualisé, du plaidoyer pour la démocratie, vous l'aurez compris, de l'advocacy pour la démocratie et de la méfiance par rapport aux idées faciles reçues qui pourraient faire de l'autoritarisme une des solutions pour écologiser le monde, etc., et que tout aille mieux, mais non, tout irait moins bien. Et aussi une ambition prospective, puisque les deux derniers chapitres, ça s'inscrit dans une réflexion sur le futur. C'est un livre hybride qui se nourrit donc d'une biblio de recherche, une 120aine d'articles quand même, de livres, etc., dont des grandes fresques britanniques, ces grandes fresques que les Britanniques aiment bien, férus d'histoire globale, de réflexion globale, Jared Diamond, etc. Voilà, et donc biblio de recherche, articles de presse informés, donc de conversation, etc., c'est ça que j'appelle la presse informée, ou bien même des articles de think tank beaucoup plus confidentiels, Middle East Eye, par exemple, etc., et puis des mises au point de décideurs à travers des think tanks, etc. Donc la bibliographie, elle aussi est hybride. C'est donc un essai qui travaille à l'échelle globale. Sur le temps long, vous aurez compris, on passe du néolithique et à la fin, on est en 2050. Donc, ça fait quand même... voilà. On balaye tous les continents. Il y a peu de pays qui ne sont pas cités. Je trouve que la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas bien représentée, mais bon, j'aurais bien aimé... voilà, tu notes pour le futur. Voilà. Donc, mais il insiste quand même sur le Moyen-Orient, la Chine, l'Union européenne. Voilà. Mais en gros, tous les pays sont balayés, etc. Pour nous, africanistes, l'intérêt, c'est donc de mettre l'Afrique en perspective et donc de voir, avec nos idées sur le continent africain, comment le continent s'inscrit dans une histoire et dans une géographie assez globale. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'aurai 3 temps, et donc là, on est dans le troisième point du premier temps. Voilà. Donc, ensuite, 4e point du premier temps, c'est un thème qui paraît neuf, mais en fait qui est très ancien. Dont tout à l'heure on parlait de Ibn Khaldoun, moi je le prononce mal sans doute. Voilà, Montesquieu,
J'ai amené ça, Hérodote, 1985, climat avec un S et géopolitique. Donc, c'est pas tout à fait la même ambition. Le S, etc., c'était à l'occasion de la sécheresse en Éthiopie. Et donc, voilà, les débats sur la tropicalité ont animé le campus bordelais et la Maison des Suds. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, le climat a été un peu l'oublié de la géographie, de la géopolitique, un peu, c'était presque obscène et c'est comme si on parlait de la météo du journal de 20 heures de parler de climat. Et puis depuis une quinzaine d'années, on voit ressurgir cet intérêt pour la pluie, pour les glaciers, pour la neige, pour la sécheresse. Donc il y a une relecture de l'histoire globale à l'aune et de la climatologie à l'aune du changement climatique. 5e point, évidemment, c'est une géographie lacostienne. Une géographie lacostienne, c'est-à-dire une géographie non déterministe. Une géographie plutôt vidalienne, possibiliste, qui prend le milieu comme un réservoir de possibles et dans lequel l'homme produit, en fonction des régimes politiques et des cultures et des genres de vie, puisque c'était un thème qui était cher à Abdal, plonge et c'est un réservoir de ressources possibles. L'homme produit ses propres déterminismes. Deuxième chose, cette géographie lacostienne se replaie, se plaît dans le conflit. La normalité ne lui sied pas trop, c'est le conflit qui est un révélateur. Le conflit comme apocalypse, au sens révélateur. De cette géographie lacostienne, Pierre Blanc retient surtout l'échelle étatique, en tout cas dans ce livre. Il a expliqué pourquoi, parce qu'en vieillissant, on prend un peu de hauteur, on s'éloigne du terrain, on a peur enfin voilà. Et donc c'est une réflexion plus diplomatique et stratégique qu'il nous propose qu'une réflexion micro, etc. Et cette réflexion elle est fortement influencée par les fresques anglo-saxonnes, je l'ai déjà dit. 6e point, c'est un texte qui est modeste, précautionneux, simple par le style, quoique l'art de la formule soit qui se nourrit de lectures contradictoires pour nuancer. Mais cela ne doit pas masquer l'ambition, c'est un texte ambitieux quand même, ferme dans ses conclusions, profond dans ses questionnements, j'y reviendrai, et bourré d'érudition. Si vous voulez savoir la différence entre le tungstène gris, vert, turquoise, rose et bleu, vous allez là-dedans. Oui, il y a 5 tungstènes, non pas tungstène, hydrogène, excusez-moi, 5 hydrogènes. Hydrogène gris, vert, bleu, turquoise et rose. Donc là, maintenant, je ne suis pas incollable, mais quand même, j'ai au moins cette ambition. Voilà. Donc, deuxième temps. La deuxième temps, il a un peu savonné la planche, parce que j'avais lu le livre, donc je voulais en faire un petit résumé. Le plan est simple. Il y a les relations entre climat et géopolitique, grand 1, ça c'est les 2 premiers chapitres. Ensuite, il y a les effets conflictuels, ce sont les chapitres 3 et 4. Et ensuite, les conséquences à long terme, c'est la prospective. Alors lui, c'est intéressant, il a fait pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Pouvoir, régime, territoire, c'est quelque chose comme ça, ou non, puissance, pouvoir, territoire, voilà. C'est une approche très géographique. Moi, j'y lis un plan historique. Les relations, c'est aujourd'hui, les effets, c'est demain, et les conséquences à long terme, c'est 2050. C'est amusant parce qu'on n'a pas du tout la même lecture. Mais bon, c'est pas grave. C'est lui qui écrit quand même. Hein. Donc, je lui laisse. Je lui laisse. Donc, le grand 1, il l'a résumé. Bon, voilà. Peut-être pour vous souligner la profondeur de certaines questions, le grand 1, il y a la décarbonation est-elle un facteur de soft power? Alors ça, c'est ce que je livre à votre réflexion. Il en propose quelques bribes de solutions dans le chapitre 6, mais bon, voilà. Dans le 2, sur climat et régime politique, l'idée est vraiment de dénoncer à la fois la myopie démocratique vis-à-vis des effets du changement climatique, mais aussi la possible idée du recours à l'autorité comme solution au changement climatique. Bon, les 2 autres chapitres, périls alimentaires, périls environnementaux,
périls épidémiologiques et la question des guerres climatiques, je ne reviens pas. Il insiste là sur l'importance des conditions d'exercice du pouvoir sur le primat des mécanismes politiques de régulation pour expliquer les relations entre pouvoir et la façon dont les pouvoirs, les régimes, les États envisagent les crises climatiques et le changement climatique. Et le changement climatique, qui ne sont pas les mêmes choses. Et enfin, ouverture, l'ouverture, c'est deux derniers chapitres, les gagnants et les perdants directs. Alors, je suis un peu moins, à la lecture, je suis un peu moins, un peu moins ferme que lui. Je suis quand même j'avais l'impression que la Russie, c'était quand même un gagnant assez important à cause de la remontée du front agricole, du coffre-fort, ce qu'il appelle le coffre-fort arctique. Bon, il est vrai qu'il péjore ça par le... Bon, voilà, bref. Et le dernier chapitre, c'est la géopolitique de la décarbonation, le passage et l'analyse des effets du passage du fossile aux métaux, donc de la géopolitique des fossiles à la géopolitique des métaux, lithium, cobalt, cuivre, terres rares, et qui induit une modification des fournisseurs et donc une modification des dépendances et des interdépendances. Voilà, c'est là où j'ai appris qu'il y avait des hydrogènes, blablabla, etc. Et ce dernier chapitre est intéressant, c'est intéressant dans la mesure où il passe en revue les producteurs de pétrole et il en fait deux groupes, les gagnants et les perdants. Et parmi les gagnants, on a la Norvège, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, le Koweït, où on marque qui sont quand même des gagnants à cause de la stabilité politique. Je reviendrai sur le cas des États du Golfe. Et puis ensuite, qui s'opposent aux perdants, Iran, Irak, Venezuela, Nigeria, Afrique, les pays d'Afrique, donc Angola, etc., où la malédiction des ressources semble jouer à plein. Et ça se termine par une autre question que je livre à votre réflexion. La sobriété peut-elle être un facteur de puissance? Voilà, conclusion. C'est mon troisième temps, donc je vais encore avoir 2 minutes. Le livre est marqué par un grand écart quand même, entre d'une part une géopolitique et une géoprospective lucide qui utilise Pitron, la géographie des métaux, etc., et qui insiste sur le fait que la transition va aggraver les tensions, et en même temps une espérance, mais je ne sais pas si elle est toujours très, très solidement étayée, il faudrait sur le fait que le soft power peut naître de la décarbonation. Or, moi, j'ai l'impression qu'au vu du détricotage récent du Green Deal européen, au vu des reculs multiples et variés de Macron et d'autres gouvernements européens, il n'a pas la palme du recul. J'ai l'impression que cette espérance, elle reste un petit peu... J'aimerais être sûr de cette espérance. J'aimerais que cette espérance ne soit plus une espérance, mais une certitude. Voilà. Et ensuite, j'ai une série de questions qui sont là-dedans. Excusez-moi, vous savez, je travaille toujours de manière un peu... Des questions que je tire du livre. Comment sortir d'une économie de la cupidité, d'un capitalisme de connivence? Alors ça, on est mal barré, je crois, mais bon, voilà, d'une économie du gaspillage. Comment éviter une gouvernance incantatoire? Donc ça, c'est des questions que je tire du livre. C'est pas moi je n'ai pas cette prétention-là. C'est en ça que le livre est intéressant, c'est que justement, il vous aide à énoncer vos propres questions. Et dernière question, tu parlais d'une édition augmentée, dans quelle direction, avec quel outil et avec quel public? Non, merci beaucoup pour cette... voilà, en plus, non seulement tu l'as présenté avec ce regard qui est le tien de géographe, mais c'est intéressant de voir quels sont les points qui résonnent chez un lecteur ou chez un autre. Donc, voilà, donc tu en as fait état, c'est très clair. Merci pour ce que tu dis. Alors, c'est vrai que tu l'as bien dit, c'est un... Je suis comme tel, c'est... Oui, pardon, c'est là. C'est un essai, effectivement, par rapport au travail dont on a vraiment entendu parler par Rosen. Et ça correspond, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. C'est un moment de ma vie, je pense que c'est important peut-être de le dire quand même.
où, après avoir fait pas mal de terrain, et j'aime beaucoup le terrain, hein. C'est pas une désertion du terrain aujourd'hui que j'opère. Non, mais j'ai pas dit. Non. Allez, continue. Mais il y a deux raisons qui font que il y a un élément pratique qui fait que, par exemple, le Moyen-Orient, les terrains sur lesquels je travaillais sont devenus des terrains impossibles. Bon, ça, bon, j'ai pas besoin de développer, mais c'est plus que ça. C'est un moment où voilà, j'ai peut-être besoin de monter un peu en généralité, en sachant que, évidemment, on n'est pas du tout dans la même acuité, tu l'as bien dit, on est dans un regard de méta-scientifique, c'est-à-dire on est au-delà, sans prétention d'être au-dessus, hein, soit clair, mais faire dialoguer les travaux de gens qui sont en pointe, c'est Siana. Et voilà, donc c'est un moment où monter en généralité m'intéresse. Déjà, le bouquin sur la Terre, j'avais essayé, je crois, de développer un regard comparatiste sur cette question, voilà, en quoi l'inégalité d'accès à la Terre est un vecteur de l'histoire. Alors, je parle sous le contrôle de l'historien, que je ne suis pas, mais beaucoup travaillé sur des historiens. Et le comparatisme m'intéresse. Comme Bertrand Badi le dit, je crois, le comparatisme est aux chercheurs en sciences sociales ce que la paillasse est aux biologistes. Alors ça résonne parce que moi j'ai fait de la biologie aussi, et évidemment je ne travaille pas sur une paillasse, mais le fait de comparer, de monter en généralité, ça permet d'essayer d'avoir une saisie plus globale. Voilà. Que je viens de dire. Voilà, donc c'est un moment de mon parcours, et donc l'essai correspond à ça. Évidemment, je ne peux plus, quand on est sur ce changement d'échelle, en quelque sorte, c'est un autre type de recherche, mais on est moins sur le terrain. Donc je l'assume, encore une fois, parce que les terrains de travail sont difficiles, et surtout parce que c'est une évolution personnelle. Je suis pas au soir de ma vie. Non, t'as l'air bien portant, ça va. Mais parce que là, je suis en train de faire une espèce de. Ne sois pas inquiet. Non, ça y est, ils sombrent. J'ai des trous de mémoire et je regarde si je suis pas au. Des trous de. Non. Oui. Mais t'as encore de la mémoire s'il y a des trous. Là, c'est des enfants. Ça ne vous concerne pas. Mais... Alors, donc, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un essai. Première du travail de Rosé. Alors, sur ce que tu as dit, je m'y retrouve tout à fait. L'approche géographique, plutôt lacostienne, même si moi j'aime bien hybrider, mais c'est-à-dire que quand j'ai dit que j'utilisais deux définitions de la géopolitique, c'est pas totalement lacostien. C'est pas tout à fait lacostien. Il serait pas content. C'est pour ça. Il serait très mécontent. Lacoste qui voilà, ou Béatrice Gibelin que j'avais au téléphone hier, voilà, connaissent mes travaux. Alors, on est en excellent terme, mais évidemment, il parle par la première définition, l'analyse des projections de puissance à l'aune de la géographie, c'est moins la définition lacostienne. Voilà. Donc, c'est pas une contradiction avec Lacoste. C'est en même temps, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est un ajout à ce regard, c'est-à-dire que chez Lacoste, l'État n'est pas forcément en dernière instance l'acteur géopolitique, alors que dans la première définition, c'est plutôt l'État qui est l'acteur géopolitique. Voilà. Donc j'hybride les deux, donc je vois tout à fait ce que tu as dit. Alors, sur les questions, je te remercie d'avoir qualifié ça de géopolitique lucide, j'aime bien. Alors, sur les questions, je vais commencer peut-être par la dernière, mais comme j'ai des problèmes cognitifs, je ne me rappelle pas des questions. Mais la dernière, non, c'était c'était peut-être une perche sur le public, sur. Oui, non, sur l'extension. L'extension. Oui. La nouvelle version de janvier 2025. Voilà, on m'a proposé de refaire. Ne l'achetez pas tout de suite parce qu'il y a la suite qui vient. On m'a proposé de refaire une nouvelle édition. Ça tombe bien parce que c'est une réflexion. C'est le propre d'une réflexion, elle est en route, hein, sur un sujet qui est en train de se faire. Bon. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir arrêté une réflexion sur le sujet, ça serait prétentieux, ridicule.
Et d'ailleurs, c'est un livre, peut-être celui qui m'a donné le plus de difficultés. C'est le plus court. Mais pourquoi? Parce que écrire un livre, c'est génial. Et en même temps, c'est très déstabilisant. On se remet toujours en question. Le matin, on se lève. Le soir, on se couche. On n'a pas forcément la même idée. Bon, bref, c'est très inquiétant. Bon, et en même temps, c'est génial. Et avec ce bouquin, c'était encore plus prégnant parce que voilà, c'est une question qui est en train de se faire. Donc, je me suis même dit, mais est-ce le moment de faire quelque chose? Voilà. Puis je me suis dit, il faut y aller. Et puis, c'est en écrivant qu'on réfléchit aussi. Hein. Ça va vous choquer. Mais la pensée, elle n'est pas aboutie avant d'écrire. Hein. Elle est plus aboutie quand on a écrit. Et quand on a fini d'écrire, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a ratées. Voilà. Donc, voilà. Et donc, je vais vous citer les pages dans lesquelles je suis en contradiction maintenant. Oui, il y en a une. L'idée des États pétroliers de l'ouest du Golfe Persique. Oui. Donc, on dit qu'ils vont sortir gagnants parce qu'ils ont bien prévu l'après-pétrole, etc. C'est pas tout à fait des démocraties. Alors, tout à fait. Donc là, on est un peu dans Absolument. Là, je me disais, je préfère être norvégien que qatari, quoi. Cadrons le temps. Oui, pardon. Alors, non, mais c'est lui. Je vais essayer d'y répondre. Donc, par rapport à cette question, on m'a proposé auprès de Sciences Po ça m'intéresse, de le ressortir en 2025 parce que je pense, voilà, c'est pas un grand tirage. Je ne pensais pas que j'ai vendu 400 000 ouvrages j'ai changé ma voiture, etc. Bon, bref. On propose l'opportunité de reprendre, et ça m'intéresse parce que il y a quand même des choses que j'ai remises un petit peu voilà, que je dirais peut-être un peu autrement, à la marge. Hein, à la marge, je ne contredis pas ce que j'ai écrit. Et puis, comme c'est en train de se faire, il y a quand même des choses à infuser pour arriver à coller. Encore une fois, je ne cherche pas à coller systématiquement tout. C'est une grille pour le coup que je ne remets pas en question, la grille que j'ai prise. Voilà. Donc, il y aura une suite. Alors, la décarbonation peut-elle être un soft power? Tu as raison. Un levier. Un levier de soft power. Tu as posé la question, tu y as répondu. Non, je m'en suis pas. Hein. D'accord. C'est une formule facile pour ne pas avoir y répondre. Non. Plus largement, c'est vrai que dans ce chapitre sur démocratie, sur puissance, pardon, et climat, j'ai mis en lumière que l'Europe, quand bien même elle est encore trop pusillanime par rapport à ce qu'il faudrait faire, il n'empêche qu'elle a été en pointe, sur cette question, tant sur les initiatives prises pour décarboner l'économie, en sachant qu'on est très en retard. Ça fait référence au Green Deal. Et aussi en tant que soft power dans les négociations internationales. L'Europe, on ne le dit pas, mais l'Europe communique très mal sur elle. Elle a été en pointe, elle a été saluée à la Sharm el-Sheikh. Il y a aussi cette médiation sur, voilà, c'est, pour reprendre l'expression de Zaki Laïdi, l'Europe, c'est une puissance de la norme. Donc, je reste persuadé de ça, et en même temps, tu as tout à fait raison, tout ça est précaire. Alors, avant de revenir à la précarité, je dirais quand même, je souligne que cette politique de puissance qui met le climat en son cœur, c'est dans la doctrine de l'Europe géopolitique, eh bien, le climat est au cœur. Bon. Est-ce que c'est mimétique ou non? Enfin, je vois que Joe Biden a quand même mis en place derrière un grand projet, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est surtout une composante des carbone. Et donc, il y a un phénomène d'entraînement aussi. Bon. Mais ça reste précaire, et on le voit, et ça rejoint la question des pouvoirs à l'intrast, c'est-à-dire du régime politique. On le voit aujourd'hui depuis quelques mois, avec la montée en puissance du national-populisme qui vient faire peur au pouvoir démocratique en Europe, qui commence à faire machine arrière sur le Green Deal, en particulier dans le Green Deal, je ne vais pas rentrer dans les détails, sur ce qu'on appelle le farm to fork, de la fourche à la fourchette, où on rétropédale parce que aux Pays-Bas, les paysans se sont fédérés dans un mouvement politique qui a fait des avancées électorales importantes,
Et avec les mobilisations paysannes en Europe aujourd'hui, on est en train de détricoter même une partie de la PAC. Voilà. Donc, ce soft power, je pense qu'il reste une évidence, mais il y a un risque. Donc, je veux dire, il reste comme une évidence théorique, c'est-à-dire je continue à penser que la puissance, à long terme, devra passer par ça. Mais à court terme, je pense qu'il y a une fragilisation. On peut être très inquiet. C'est pour ça que je pensais qu'en me posant la question, tu avais répondu, parce que il y a une vraie inquiétude. Alors, comment sortir d'une économie de la cupidité? Alors, je ne suis pas allé sur mais c'est bien que tu poses la question, je ne suis pas allé sur ces thématiques-là, je n'ai fait que les esquisser, parce que ce livre, c'est un livre du géographe du politique, qui sait ce sur quoi il traite, et qui sait aussi ce sur quoi il ne peut pas aller. Et ça fait partie des bordures. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas économiste, je m'intéresse à l'économie politique. La réflexion sur l'économie de la cupidité, j'ai beaucoup lu de choses, mais je n'ai pas prétention. C'est pas un livre d'économie politique, c'est un livre de géographe du politique. Non, mais et donc, je fais référence, par exemple, à Stiglitz et tous ses travaux. Voilà, je renverrai à cela. Mais moi, je n'ai pas je n'ai pas la compétence pour aller là-dessus. C'était pour dire que c'était un livre qui permettait de poser des questions et de tirer des fils pour aller plus loin. Il y a des bordures. Voilà, il y a des bordures qui sont proposées, enfin, en tout cas, qui sont approchées. Voilà. Mais je ne sais pas, est-ce que j'arrête là? Peut-être. Oui, ça me va très bien si on arrête là.